47% des femmes seront célibataires et sans enfants parce que les meilleurs des hommes, ils vont choisir les meilleurs des femmes. Et les meilleures des femmes, c'est pas celles qui ont enchaîné les coups d'un soir. Calmez-vous messieurs, madame, ça va bien se passer. Notre Thaïs nationale, militante identitaire d'extrême droite, reconvertie en coach de séduction version tradwife sans la bague et les gosses, ne déroge pas à la règle des mascus. Inventer des chiffres pour tenter de se donner un peu de consistance intellectuelle. Ça m'a intriguée et comme à mon habitude, j'ai fait mes recherches. Quelle étude prévoit que 47% des femmes seront célibataires et sans enfants? Spoiler, aucune. J'ai bien trouvé un rapport publié en 2019 par la banque états-unienne Morgan Stanley qui explique que selon eux, d'ici 2030, près de 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans seront célibataires. Mais encore faudrait-il définir ce qu'ils entendent par célibataire. Pour le rapport, il suffit de ne pas être marié administrativement pour être incluse dans ces 45%. Sauf qu'en 2020 en France, 28,1% des couples habitant sous le même toit n'étaient pas mariés et 4,1% des personnes en couple n'habitaient pas ensemble. Ça veut dire que près d'une femme sur 3 n'est pas mariée mais pas pour autant célibataire. La décadence pour Thaïs. Puis elle a aussi oublié de préciser que le rapport qu'elle cite se limite aussi aux femmes entre 25 et 44 ans. Ça commence à faire beaucoup de meufs sur le carreau pour maximiser le chiffre. Pire encore, quand on prend la peine de lire le rapport, on n'y voit aucune mention sur le fameux sans enfant, même si de nombreux médias l'ont titré de façon mensongère pour être plus racoleur. Et puis même si c'était vrai ce qu'elle baragouine, quand on y réfléchit, dans sa vision hétéronormée, si 47% des femmes devraient être célibataires d'ici 2030, 47% des hommes aussi, non? C'est qu'en réalité, Thaïs Descuffon ne répand pas cette fake news innocemment. Elle cherche à mettre en avant une théorie masculiniste bien connue, le 80-20, soit l'hypergamie féminine. Selon les mascus, 80% des femmes ne seraient attirées que par les 20% des hommes les plus séduisants. Comprendre, beau et riche. Les femmes seraient donc hypergames. Elles se mettraient en couple qu'avec des hommes qui ont un statut socio-économique supérieur à elles, laissant de côté tous les autres. Et selon les mascus, c'est l'hypergamie féminine qui condamne notre génération entière à la dégénérescence. De façon plus raciste, précise pour Thaïs Descuffon, ça ravive sa peur du grand remplacement. Des femmes qui se surestiment, repoussent la mise en couple et finissent par ne plus faire assez de bébés blancs pour sauver la civilisation européenne. Sauf que cette règle du 80-20 est, encore une fois, fausse. Selon l'INSEE en 2021, 42% des femmes en couple occupent une position sociale moins élevée que leur conjoint. On est bien loin des 80%. Puis l'hypergamie ne profite pas aux femmes comme les masculs prétendent. Elle n'est que le fruit de notre système patriarcal qui enferme les hommes et les femmes dans des rôles hétéronormés. L'homme doit entretenir son statut socio-économique pour enrichir le système capitaliste, pendant que la femme, elle, doit entretenir le foyer pour enfanter la main-d'œuvre de ce même système. Si l'hypergamie féminine subsiste et existait encore davantage autrefois, ce n'est pas par choix, mais bien par contrainte. Les femmes mariées ont dû attendre 1965 pour obtenir le droit d'exercer une activité professionnelle et d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur époux. Et elles ont dû attendre 1924 pour passer le même bac que les hommes et avoir accès aux études supérieures. Aujourd'hui, la stratification sociale de notre société, couplée aux avancées féministes du XXe siècle, nous rend de plus en plus homogames. En 2021, dans 4 couples sur 10, les 2 conjoints appartiennent au même groupe social. Côté diplôme, l'hypergamie féminine s'inverse même. Depuis les années 2000, les femmes sont plus diplômées que leurs conjoints. Cette fausse théorie est maintenue par les mascus, dont Thaïs, pour vendre leur formation d'homme alpha aux hommes frustrés par leur célibat. Puis au-delà de la motivation financière, Thaïs explique dans la version longue de l'extrait qu'elle parle aujourd'hui des relations hommes-femmes dans le but de diffuser plus subtilement et à plus grande échelle les mêmes thématiques qu'elle portait auparavant chez Génération Identitaire. Je cite, des thématiques anti-immigration, anti-islamisation et de défense de l'identité des Européens. En somme, une suprémaciste blanche déguisée en Cupidon. Bien que nous ne soyons pas dupes quant à tes fausses intentions romantiques, Thaïs, je t'enjoins à t'ouvrir un peu plus. Selon Paul Dolan, professeur de sciences du comportement, le sous-groupe le plus heureux de la population serait constitué des femmes qui ne se sont jamais mariées et n'ont jamais eu d'enfants. C'est peut-être pour ça que tu restes dans ces soi-disant 47% Thaïs, non? Célibataire et sans enfants. Le taux de suicide chez les hommes est 3 fois plus élevé que chez les femmes et personne n'en parle. Nous, monsieur le mascu, on va en parler.
On va le dire tout de suite, c'est vrai. En France, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Mais comment ce constat alarmant est-il devenu un argument anti-féministe? Selon les mascus, ça prouverait que nous vivons dans une société qui désavantage les hommes et que donc le patriarcat n'existe pas. #complot. Notamment parce qu'il porterait sur eux plus de responsabilités liées au travail et aux finances. Bon, c'était peut-être vrai il y a un siècle, mais aujourd'hui, les femmes travaillent presque autant que les hommes. Des études récentes et plus sérieuses montrent que cet écart dans le taux de suicide entre les hommes et les femmes est profondément lié à la socialisation de genre. Dès l'enfance, les femmes sont plus encouragées à exprimer leurs émotions. Les hommes, eux, sont généralement socialisés au silence émotionnel et au refus de la vulnérabilité. Et nos petits masculins ne font qu'aggraver les choses en répétant toute la journée que les hommes seraient rationnels et les femmes émotionnelles. L'hôpital qui se fout de la charité. Surtout que ces injonctions virilistes à cacher ses émotions continuent à l'âge adulte. En 2022, d'après Doctolib, les hommes ne représentent que 22% des patients chez le psy. Une étude québécoise explique même que près de 60% d'entre eux refusent de demander de l'aide, même s'ils savent qu'ils en ont besoin. Mais pitié, que ce soit pour vous ou pour nous, allez chez le psy. On ne peut donc pas affirmer que les hommes sont plus malheureux, plus oppressés au seul vu du taux de suicide réussi, sans le comparer à l'ensemble du phénomène. Et si effectivement les hommes se suicident plus, les femmes, elles, sont plus nombreuses à faire des tentatives. C'est ce que les chercheurs appellent le paradoxe du genre. On peut l'expliquer notamment par le fait que les hommes utilisent des méthodes plus létales, plus viriles, pour mettre fin à leur jour. Par exemple, ils utilisent 8 fois plus d'armes à feu, ce qui laisse forcément moins de chances de survie. Et puis comme d'hab, certains masculins vont même jusqu'à affirmer que c'est le féminisme qui pousse les hommes au suicide. Les mêmes féministes qui luttent contre ces injonctions virilistes au passage. Mais bref. Pour ça, ils vont inventer des graphiques truqués pour tenter de prouver que plus un pays est égalitaire, comme la Suède, plus l'écart du taux de suicide entre les hommes et les femmes serait élevé. J'ai vérifié parce que ça me paraissait bizarre. En allant sur le site de l'OMS et en regardant comme eux les chiffres de 2019, pour la Suède, les hommes ne se suicident pas 4,1 fois plus que les femmes, mais 1,9 fois. Et ici, pour la Russie, qui n'est pas copine avec le féminisme, ce n'est pas 3,5 mais 4,9. Bah, la tendance s'inverserait avec les vrais chiffres? Qui a dit que les garçons étaient meilleurs en maths? Bref, comme la psychologue Sarah Silvia Caneto le rappelle, on ne peut pas comprendre le suicide par le simple prisme du genre. Il faut une approche intersectionnelle. L'ethnie, la classe sociale, le territoire jouent un rôle majeur. Et en France, la variable la plus inquiétante, en plus du genre, est l'âge. Alors les mecs, appelez votre père ou votre grand-père, dites-lui je t'aime et allez voir un psy au lieu de faire chier les femmes. Pourquoi c'est toujours la femme qui a la garde des enfants quand il y a le divorce? Calmez-vous messieurs, ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'entends? Enfin des pères qui souhaitent s'investir dans leur paternité? Seraient-ils enfin prêts à partager la charge mentale des mères? Depuis le début des années 2000, les discours de pères qui s'estiment lésés dans la garde des enfants se multiplient. Et il faut surtout que ça change pour les papas, qu'on ait enfin droit à l'égalité devant les tribunaux. Mais quand on gratte la couche superficielle de féminisme washing, on se rend compte que la lutte pour le droit des pères est gangrénée par le masculinisme, l'extrême droite et des arrangements avec la vérité. En France, on a eu des associations comme SOS Papa ou SVP Papa. Sur leur site, on pouvait trouver, avant leur suppression, bon nombre d'articles et de références complotistes, misogynes et lesbophobes. Ces associations n'hésitent pas non plus à nier la gravité des violences conjugales et infantiles. Selon eux, les mères proféreraient de fausses accusations et retourneraient les enfants contre les pères pour annihiler leurs chances d'obtenir la garde. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, une théorie non reconnue qu'on doit au psychiatre Richard Gardner, aussi connu pour ses travaux pro-pédophilie. Peut mieux faire niveau ref. Aujourd'hui, toute la manosphère se réapproprie les arguments des associations des pères pour prétendre que nous vivons dans un système qui profite aux femmes. Mais qu'en est-il vraiment? Les masculins auraient-ils raison? Ne vous emballez pas messieurs, la réponse est non. D'abord parce que ces papas dévoués à qui on refuse la garde sont très rares. Dans la majorité des cas, si c'est la mère qui récupère les gosses, c'est tout simplement parce que le père ne demande pas la garde. En réalité, lorsque le père demande à ce que les enfants vivent exclusivement chez lui, sa demande est refusée au profit d'une résidence chez la mère, dans seulement 3,5% des cas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du ministère de la Justice en 2013. Pareil lorsque le père demande la garde alternée, la résidence principale est établie contre leur souhait chez la mère dans seulement 2,6% des cas. Pas de quoi s'affoler. Les cas de figure sont nombreux, mais dans 80% d'entre eux, la décision du juge sur la résidence des enfants était conforme à la demande des deux parents. Les juges sont finalement plus souvent amenés à valider des accords plutôt qu'à trancher un litige sur la résidence. On ne peut donc pas parler de discrimination
compassion envers les pères. Mais il y a une réalité qu'on ne peut nier. Pour bon nombre d'entre nous, dont les magistrats, c'est juste logique que la garde revienne à la mère. Aujourd'hui encore, la femme est essentialisée à son rôle de mère, comme si c'était une compétence sexuée naturellement innée. Tandis que les pères, eux, doivent prouver devant les tribunaux qu'ils sont aptes à faire une chose que les assignations genrées leur réfutent, materner. Ainsi, on a l'impression qu'en plaçant les enfants chez leur mère, on discrimine les pères, alors que c'est plutôt un retour de bâton pour la charge mentale des femmes. Pour cette vidéo, j'ai discuté avec 2 experts en droit des familles, la juriste Indra Simkand et l'avocat Hervé Andrieux. Ils m'ont expliqué que parmi leurs clients, bon nombre de pères découvrent leur rôle de parents uniquement au moment de la séparation. Ils précisent aussi que dans la majorité des cas de résidence classique, les pères ne viennent même pas exercer leur droit de visite. Messieurs, bien que la crémière et son cul aient demandé le divorce, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, vous ne pouvez pas exiger des gardes alternées systématiques sans vous mobiliser d'abord pour une meilleure répartition de la responsabilité parentale dans la société. Le 50-50, ça se mérite. Merci à tous d'avoir suivi ces épisodes, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'hésitez pas à soutenir Street Press financièrement si vous le pouvez.